La finance internationale a envoyé tout le système économique mondial au tapis en 2008, avec une crise économique mondiale en 2009 qui était la pire depuis 1945. Cette crise a révélé que les marchés financiers se croyaient tout permis. En fait, qu'on leur a tout permis. Récemment, nous avons vu des banques, et quelques-unes des plus grandes banques, faire des choses inacceptables. C'est vrai qu'il y a là des pratiques qui sont extrêmement condamnables sur un plan éthique et qu'elles posent une menace aussi à l'ensemble de notre économie. Il est clair qu'il y a une prise de conscience sur le fait que les spéculateurs qui travaillent dans les centres financiers internationaux avec leurs ordinateurs, leurs logarithmes, agissent plus vite que la politique. Nous devons éviter que s'il y a un jour, il y a une prochaine crise bancaire, d'établissement bancaire, ce soit finalement les contribuables qui soient obligés de boucher le trou. Ça ne se produira plus jamais. C'est très clair que ce n'est pas une négociation aimable et plaisante, c'est un combat parce que clairement c'est eux ou nous. C'est eux ou nous. Il n'y a pas quelque part de moyen terme. Ou bien nous remettons la finance sous contrôle, ou la finance asservira définitivement la société, mais on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir les deux, et donc c'est un combat. La crise financière née en 2008 s'est transformée en une crise économique dévastatrice. Pour sauver leurs banques, les États européens se sont lourdement endettés. Frappés par les plans d'austérité, la majorité des Européens doutent désormais de la capacité des hommes politiques à les protéger. La crise économique a déclenché une crise démocratique profonde. Les citoyens ont pris conscience que le système financier avait plus de pouvoir que leurs représentants politiques. Nous allons accompagner en Europe des hommes et femmes politiques dans leur confrontation quotidienne avec le monde de la finance qu'ils tentent de réguler. Les hommes politiques pourront-ils reprendre le pouvoir face à la finance ? François Hollande a fait de ce combat un axe majeur de sa campagne électorale en mai 2012. C'est pas nouveau. La question de la dépossession par la finance de pouvoirs qui, jusqu'à présent, appartenaient aux élus des peuples considérés, ce processus est en marche, j'allais dire, depuis que le capitalisme est le capitalisme, sauf que ça a pris une certaine dimension. D'abord à travers la financiarisation de l'économie, à travers aussi la globalisation, la mondialisation. Et notamment avec l'effondrement du mur de Berlin, toute l'économie est devenue capitaliste et avec un poids très grand donné à la finance. Ça a été le vrai démarrage de la mondialisation. L'explosion de ce monde tenu par les deux grandes puissances qui étaient l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis de l'autre, exerçant chacune une influence sur la moitié du monde, ce monde-là explose. Et c'est la porte ouverte à des progrès importants. L'Europe entière se démocratise. Et au-delà de ces progrès, à côté de ces progrès, il y a une dérégulation, une idéologie très très libérale qui consiste à dire, vous voyez bien, qu'il faut la liberté totale puisqu'elle apporte la démocratie, elle apporte des échanges, elle apporte du progrès. Donc, laissez jouer le jeu le plus libéral possible. Et on a assisté progressivement à une caricature du libéralisme. Certains se sont cru tout permis et on leur a tout permis. Voilà ce qui doit cesser. Comment en est-on arrivé là? Sinon,
par un effort concerté, conscient de dérégulation mis en œuvre par des gouvernements élus. Donc il y a en effet une interrogation démocratique. On nous dit souvent « Oh, nous déplorons l'incapacité du politique de reprendre la main sur la finance ». Je rappelle que, pour commencer, c'est le politique qui a lâché les marchés. Et puis, il y a un manque de volonté du politique de faire ce qu'il faut pour qu'on reprenne la main. Parce que si on veut reprendre la main aujourd'hui, le problème c'est qu'on a un problème d'échelle. C'est-à-dire qu'il faut jouer dans le même espace que l'espace des marchés, qui se joue des frontières. Donc dès l'instant où, au moins au niveau européen, on a fait un marché unique, c'est évident qu'il faut alors agir ensemble. La crise financière est devenue une crise de l'euro. C'est l'Europe entière qui est déstabilisée par des marchés financiers désormais mondialisés. Depuis le début de la crise, les responsables européens tentent d'apporter une réponse commune. C'est donc à Berlin que se rend François Hollande le jour même de son investiture. La relation franco-allemande est depuis l'origine au cœur de la construction européenne. Mais cette fois, il existe un désaccord entre les deux pays sur la manière de réagir face au marché. Pour répondre aux exigences de ces marchés financiers, l'Europe impose aux pays en difficulté des plans d'austérité, c'est-à-dire une baisse importante de leurs dépenses publiques et sociales. La chancelière allemande, Angela Merkel, a pris la tête d'une coalition conservatrice qui défend cette austérité budgétaire, seule règle capable à ses yeux de rassurer les marchés financiers. En rassurant les marchés, l'austérité devait permettre de sortir de la crise. Mais la crise s'aggrave. La dette des États continue de se creuser. La rigueur a des conséquences sociales douloureuses. La pauvreté et le chômage s'envolent dans les pays du sud de l'Europe. L'Europe a toujours été une solution jusqu'à présent, et aujourd'hui, là, elle est un problème. Il y a la crise de l'euro, de l'Europe, elle doit redevenir une solution. Donc il y a un nouveau mouvement, il y a une nouvelle avancée de l'Europe qui doit permettre de répondre aux questions que chacun des peuples se pose. Et puis il y a plusieurs aspects dans cette politique européenne. Il y a une politique de solidarité qui est nécessaire entre les pays européens pour lutter contre la spéculation, pour lutter contre ces marchés qui attaquent tout d'un coup une dette, un pays. Il faut qu'on soit solidaire, qu'on ait des masses financières suffisantes pour dire au marché, si tu attaques, nous on se défend et tu vas perdre de l'argent. Et puis il faut une politique de croissance. Et cette politique de croissance, on ne peut la retrouver que par une politique européenne. C'est pas l'austérité pour l'austérité. L'austérité, elle nous mène à la catastrophe. Face aux politiques d'austérité, le président français tente de convaincre la chancelière allemande qu'une politique plus solidaire est devenue indispensable. Leur première rencontre se déroule loin des caméras et des micros. Nous sommes allés tout de suite à l'essentiel. C'est-à-dire, quelle était sa crainte? Que je crée un conflit avec l'Allemagne, un conflit au sens sur le plan politique. Quelle était ma crainte? C'est qu'elle veuille entraver ce que je souhaitais sur la croissance. Je vous l'ai dit, la relation entre la France et l'Allemagne est très importante. Il ne peut pas y avoir de conflit au sein de l'Union européenne entre nos deux pays, parce que sinon il n'y a plus de cohérence. Donc il faut trouver un compromis. Madame la chancelière, je voudrais savoir si vous avez parlé franchement de ce qui paraissait vous opposer. Par exemple, Madame la chancelière, avez-vous toujours peur des promesses électorales faites par le président de la République? Je vous remercie. En vérité, j'ai rarement peur, parce qu'elle n'est pas bonne conseillère en matière de politique. Je ne m'inquiète pas du tout, il y aura des points d'entente, il y aura peut-être aussi quelques divergences, ça et là, mais dans l'ensemble, les choses sont comme elles sont, et je me réjouis de notre future collaboration. Ce que je sais, c'est que nous avons un devoir commun. Les pays se dotent des responsables de leurs choix, et nous avons à travailler ensemble pour mener à bien les missions qui nous sont données, et surtout le devoir de faire avancer l'Europe et de répondre aux grands défis du monde. Au-delà des apparences protocolaires,
le président français tente de bousculer le jeu de pouvoir à la tête de l'Europe. Il était clair pour moi que l'élection de François Hollande entraînerait une réorientation de la politique européenne. À Berlin, il y a un gouvernement chrétien-démocrate et à Paris, il y a un gouvernement socialiste. Il est normal que ces gouvernements n'aient pas toujours les mêmes opinions. C'est la première chose. La différence idéologique entre le socialisme et le conservatisme. Cela montre qu'il y a deux concepts différents. L'Europe de Merkel et Sarkozy, qui met l'accent sur une politique d'austérité, et l'Europe de François Hollande et des sociodémocrates qui veulent infléchir cette politique. Et j'ai vu des gouvernements conservateurs regarder, même avec espoir, l'arrivée d'un nouveau président. J'ai senti dans le regard que ce que je pouvais modifier dans l'orientation de l'Europe, notamment sur la croissance ou sur des mécanismes de stabilité, c'était souhaité par beaucoup de chefs de gouvernement. Maintenant, les réalités, elles sont là, et je suis un président de la France, un socialiste. Donc, comme président de la France, je compte. Comme socialiste, je compte. Le nombre de mes amis, il y en a peu. S'il veut lutter contre l'austérité budgétaire et obtenir une solidarité européenne face aux marchés financiers, François Hollande devra trouver des alliés parmi les dirigeants européens. D'autant que la situation s'aggrave brutalement en Europe. Après la Grèce, les marchés attaquent maintenant l'Espagne et l'Italie. Les taux d'intérêt payés par ces deux pays lorsqu'ils empruntent s'envolent. L'asphyxie est proche. Plus que jamais, l'Europe est coupée en deux parties inégales. Si au nord, les pays comme l'Allemagne parviennent à maintenir leur économie à flot, les pays du Sud s'enfoncent toujours un peu plus. Les responsables politiques européens se trouvent désormais confrontés à des marchés qui mettent en péril la zone euro tout entière. Mais qui sont ces marchés qui ont le pouvoir de faire vaciller des États et de menacer la survie de l'Europe sans que les responsables politiques ne parviennent à les maîtriser ? Souvent, le problème, c'est qu'on parle d'un marché comme d'un être doté d'une volonté propre et qui s'attaque à la France, etc. Le marché, c'est quand même une somme de volontés individuelles, d'investisseurs à la fois individuels, institutionnels. Le marché en tant que tel n'existe pas. C'est juste, encore une fois, la réunion de différents investisseurs. Les banques font partie d'acteurs très importants du marché, de la même façon que les fonds de pension qui gèrent la retraite de la ménagère de 70 ans du Minnesota, etc. C'est ça justement la difficulté, c'est que le marché, au sens financier du terme, ce sont des gens tout à fait normaux, qui gèrent les économies des uns et des autres, qui essayent de le faire le mieux possible, et qui veulent éviter que ce que vous leur avez confié comme argent, qui a été investi naturellement, par exemple pour financer la dette des États, c'est considéré comme quelque chose de très stable, de très sûr, c'est pas de la spéculation en tant que telle, éviter que ça perde de la valeur. Donc si tout d'un coup ils pensent que ça risque de perdre de la valeur, leur rôle, c'est de protéger l'épargnant qui leur a confié de l'argent et donc, à ce moment-là, de vendre. Mais si tout le monde fait la même chose, le cercle lui-même vicieux est enclenché. Et surtout, c'est la deuxième partie dans un marché. Dans le marché, vous avez les gens raisonnables, c'est les plus nombreux, qui essayent de gérer correctement. Et puis, vous avez ceux qui gagnent de l'argent uniquement quand ça bouge, quand il y a du mouvement. Le bon gestionnaire, il veut de la stabilité. Le bon spéculateur, si je puis dire, s'il existe des bons spéculateurs, il veut qu'il y ait du mouvement. Et donc, c'est là qu'il va amplifier. Et parfois, avec des petites sommes, il va créer un événement, il va créer une peur, il va créer une différence. Et c'est sur cette différence qu'il va gagner de l'argent. Et c'est cela qu'il faut buter, si je puis dire. Ce sont les marchés qui prêtent de l'argent aux États. Les responsables politiques dépendent donc des marchés, comme un particulier dépend de son banquier s'il a besoin d'un emprunt. Avant la crise de 2008, personne n'imaginait qu'un pays européen ne puisse plus rembourser ses dettes. Les États empruntaient donc de l'argent avec des taux d'intérêt faibles. Le risque de faillite de la Grèce, devenue incapable de rembourser sa dette, a traumatisé les marchés et modifié les règles du jeu. Tout d'un coup, les investisseurs, donc le marché, a appris que les dettes d'État pouvaient être
risqué, qu'on pouvait perdre de l'argent, qu'on même on avait des chances, on l'a vu avec la Grèce, de ne pas être remboursé à la fin. Alors qu'au départ, une dette souveraine, on était toujours sûr d'être remboursé. On a appris avec la Grèce, ce n'était pas toujours le cas. Donc les marchés sont devenus très inquiets sur la situation individuelle des États. Les investisseurs, considérant que les dettes d'État étant plus risquées, eh bien, ils demandent une rémunération supplémentaire. Donc le gros problème qu'ont les États aujourd'hui, c'est que le refinancement, leur besoin de refinancement leur coûte de plus en plus cher. Chaque fois qu'un pays doit aller chercher des capitaux, il est obligé de faire preuve de sérieux, mais parfois même de soumission, d'en rajouter dans les mesures d'austérité qui sont demandées au peuple considéré. Regardez l'Espagne, le président du gouvernement espagnol avoue lui-même qu'il a été très dur, amputer les pensions, supprimer des postes de fonctionnaires, diminuer des allocations sociales, 20% de chômage en Espagne, et il a toujours des taux d'intérêt à 7%. Il y a des plans d'austérité qui s'accumulent, des peuples qui n'en peuvent plus. Moi, je ne veux pas que l'Europe dérive. Elle dérive en ce moment. Donc nous aurons du temps, mais pas trop de temps. Parce que chaque fois que la politique s'absente d'Europe, les marchés gagnent. Lorsque François Hollande arrive à Bruxelles pour son premier Conseil européen en juin 2012, il y a urgence pour la France à aider l'Italie asphyxiée par des taux d'intérêt insupportables et l'Espagne menacée par une faillite possible de son système bancaire. Encore faut-il convaincre l'Allemagne d'Angela Merkel que l'Europe doit afficher une réelle solidarité pour contrer les attaques des marchés. Je viens pour qu'il y ait des solutions très rapides pour soutenir les pays qui sont les plus en difficulté sur les marchés, alors même qu'ils ont fait des efforts considérables pour redresser leurs comptes publics. Merci. On est vraiment dans un jeu politique. On est dans des États-nations qui défendent aussi toujours un petit peu leurs intérêts. On voit bien qu'il y a une vraie différence de point de vue entre l'Italie, l'Espagne et maintenant un peu la France, et l'Allemagne de l'autre côté, les pays nordiques, la Finlande, qui sont sur une ligne beaucoup plus dure, même les Pays-Bas. Donc on sent bien qu'il faut un petit peu trouver un compromis entre ces deux visions. La vision du Sud, à laquelle j'associerais la France, qui est plutôt de dire il faut tout de suite des solidarités, mettre de l'argent sur la table, quelque part, que les pays riches, donc Finlande, Allemagne, Pays-Bas, payent pour l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Et puis la vision donc plutôt nordique qui dit mais attendez, moi avant de faire des chèques en blanc, je vais être sûr que je vais être remboursé de mon argent et que vous allez continuer à faire les réformes structurelles qui permettront à vous et donc à nous de nous en sortir. Le Conseil européen est constitué des 27 chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne. Il se réunit tous les 3 mois pour décider des grandes orientations de l'Europe. Ce 28 juin, les sourires de façade destinés aux caméras dissimulent à peine la tension entre, d'un côté, l'Espagne et l'Italie au bord du gouffre, et de l'autre, l'Allemagne, qui ne veut rien céder. Hasard du calendrier, quand débute la réunion du Conseil, le coup d'envoi de la demi-finale de l'Euro 2012 est donné entre l'Italie et l'Allemagne. Ce sont les Italiens qui vont donc donner le coup d'envoi. On pense pouvoir assister à un gros match ce soir. En attendant la fin de la réunion du Conseil qui se déroule à huis clos, les journalistes internationaux qui couvrent l'événement s'installent devant le match. L'Allemagne a toujours dominé le jeu européen. Elle fait partie des pays qui résistent le mieux à la crise. Son poids économique lui donne un poids politique certain. Mais, à l'image de l'équipe d'Italie qui ne compte pas se laisser dominer, les pays du Sud ne ménagent pas leurs efforts pour assainir leurs finances et réduire leurs dettes. Attention à ce premier ballon avec Cassano. Alors pourquoi l'Allemagne est-elle réticente face aux demandes de ses partenaires? Le problème des Allemands, il faut les comprendre, c'est qu'ils sont l'économie la plus riche. Donc ils ont l'impression de payer pour les autres et n'ont pas envie de payer pour les autres. Ils n'éprouvent pas en plus cette solidarité pour des pays laxistes, parce que, je me rappelle, moi j'étais ministre en 97, qui ne voulaient pas de la Grèce dans l'euro, qui ne voulaient pas de l'Espagne dans l'euro, qui ne voulaient pas du Portugal dans l'euro. L'Italie, ils étaient obligés, parce que c'était un pays fondateur. Enfin, je me souviens du chancelier Kohl disant « l'Europe ne doit pas se transformer en Club Med ». Et maintenant, 15 ans après, ils nous disent « voilà, vous avez fait entre ces pays, c'est nous qui payons, ça suffit ». Les Allemands ont dû se coltiner
de payer la réunification allemande, ce qui a demandé un effort à toute l'Allemagne. Et aujourd'hui, on leur dit maintenant, vous devez vous coltiner la crise européenne. Et donc, il y a d'un côté sûrement un égoïsme allemand, comme dans tous les pays, hein, et en même temps, la majorité de la population dit, d'accord, mais est-ce que c'est un puits sans fond? Et donc, en fait, au-delà de l'image d'Épinal de la rigueur, etc., l'Allemagne demande des garanties que si on arrive à résoudre ensemble la crise, est-ce qu'on se donne au moins une chance que ça ne recommence pas tout de suite? Ce que craignent les Allemands, c'est un endettement qui anéantit le système. C'est devenu la première crainte exprimée en Allemagne. Le chômage est à la, je sais pas, 10e place ou quelque chose comme ça. Angela Merkel rassure, mais les gens ont peur. Pourquoi ils ont peur? C'est pas uniquement le souvenir des années 20. C'est aussi le fait que l'Allemagne est une société d'abord qui s'est appauvrie. Il y a aujourd'hui une plus grande inégalité sociale en Allemagne qu'en France depuis un an ou deux. Et l'Allemagne est aussi un pays qui vieillit. Une population plus âgée, elle se fait des soucis. Pourquoi? C'est des soucis conservateurs. Et ils savent très bien qu'il n'y aura pas les enfants pour payer. Donc, on a besoin de pouvoir compter sur ce que l'on a accumulé. Je pense qu'Hollande a raison de dire que nous avons besoin à la fois de rigueur budgétaire et d'investissement pour la croissance et l'emploi. Mais comme presque tous les hommes politiques allemands, je suis fermement convaincu que nous ne pouvons plus continuer à faire des dettes. C'est aussi une question d'équité entre les générations. Si mes enfants et les enfants de mes enfants doivent continuer à rembourser les dettes que ma génération a accumulées, c'est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir vivre comme moi aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la question de la rigueur budgétaire, comme disent les Français, n'est pas simplement pour nous une question de rigueur budgétaire. C'est aussi une question de solidarité entre les générations. C'est un débat très présent dans l'opinion publique en Allemagne, plus qu'en France. Et je suis convaincu que ce débat aura lieu aussi en France. Alors que le match bat son plein, les informations qui fuitent de la réunion du Conseil européen indiquent que la situation est bloquée entre l'Italie et l'Allemagne. Avec le soutien de François Hollande, Mario Monti, le Premier ministre italien, s'est allié à Mariano Rajoy, le président du gouvernement espagnol, afin de faire céder la chancelière allemande. J'ai considéré qu'il fallait sortir du tête-à-tête pour associer d'autres nations au choix que nous allions faire, notamment l'Espagne et l'Italie, qui étaient les plus concernés en plus par des instabilités de marché. Et c'est parce que j'ai fait en sorte qu'il puisse y avoir un consensus que nous avons pu avancer. Avec le soutien de la France, l'Italie et l'Espagne refusent de signer un accord tant qu'ils n'obtiennent pas gain de cause. Jusqu'à présent, pour sauver leur banque de la faillite, les États ont emprunté de l'argent sur les marchés financiers et mis cet argent dans les banques. Cette recapitalisation des banques a considérablement augmenté la dette des États. L'Espagne et l'Italie demandent que ce soit maintenant l'Europe qui recapitalise directement les banques sans passer par les États, donc sans augmenter la dette de leur pays. L'Allemagne principalement s'y refuse, car cela reviendrait à mettre en commun et donc à financer ensemble les dettes des banques européennes. Et l'Italie exulte. Victoire de la Squadra Azzurra qui se qualifie pour la finale de l'Euro. Sur le terrain de football, comme dans le huis clos du Conseil, l'Italie et ses alliés ont fait céder la défense allemande. L'Allemagne a finalement accepté que les banques soient directement recapitalisées par un mécanisme européen sans endetter plus les États. Donc voilà, satisfaction sur le contenu de cet accord, mais satisfaction aussi d'avoir abouti à des décisions concrètes. Il y a eu un moment très difficile hier, enfin le 29 juin, parce que bien que l'Italie se reconnaisse entièrement dans le pacte pour la croissance, et l'Italie en était satisfaite,
Elle a émis une réserve temporaire, c'est-à-dire qu'elle a bloqué l'adoption du pacte pour la croissance. L'Espagne a fait la même chose un peu plus tard. Ce qui est devenu visible pour la première fois lors du Conseil en juin, c'est le fait que François Hollande n'est pas seul avec cette idée qu'il faut combiner rigueur budgétaire d'un côté et mesures de stimulation de la croissance de l'autre, que ce sont les deux faces d'une même pièce. Il y a plusieurs gouvernements du même avis que lui, pas seulement celui de l'Italie, pas seulement celui de l'Espagne, mais aussi par exemple ceux du Portugal, de l'Irlande et aussi le gouvernement de l'Autriche, de la Belgique. Pour cette raison, je dois avouer que le Conseil de juin était très intéressant, parce que jusque-là, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy étaient alignés sur la même position. Et puis tout à coup, il y a un président français qui n'est plus tout à fait du même avis qu'Angela Merkel. Et bien sûr, ceci a entraîné un autre équilibre au sein du Conseil. Le compromis accepté par Angela Merkel est immédiatement critiqué par la presse allemande, qui accuse la chancelière d'avoir cédé. Ce que la presse allemande n'a pas mesuré au lendemain du Conseil, c'est qu'en réalité, Angela Merkel a posé une condition à l'accord qui a été négocié. Une condition de taille qui va brusquement faire un pas de géant à l'Europe dans sa lutte contre les excès de la finance. L'Allemagne a demandé d'accélérer la mise en place d'une véritable union bancaire. Les banques européennes seraient à l'avenir supervisées et contrôlées directement par la BCE, la Banque centrale européenne. La logique est simple. Si l'Europe prend le risque de renflouer les banques en difficulté, elle doit aussi pouvoir en prendre le contrôle en cas de problème. Le renforcement de la surveillance en échange de la recapitalisation des banques est quelque chose que l'on n'avait pas décidé avant aujourd'hui. Pour jouer ce rôle, la confiance dans la Banque centrale européenne est grande. Pourquoi? Parce que la Banque centrale européenne est un organisme indépendant et qu'elle a tout intérêt à avoir des banques solides. Le projet d'union bancaire qui se dessine est un signal fort envoyé au marché et aux dirigeants des banques. En acceptant de dépasser leurs intérêts nationaux, les responsables européens pourront peut-être reprendre ensemble le contrôle du système bancaire. À Paris, le président François Hollande veut faire adopter une loi de séparation et de régulation bancaire s'appliquant aux banques françaises. Cette loi, une de ses principales promesses de campagne, afin de lutter contre le monde de la finance, sera amendée et adoptée par les parlementaires, députés et sénateurs. Karine Berger, j'ai été élue dans la première circonscription des Hautes-Alpes, celle de Gap, et je suis économiste. J'ai travaillé à la fois à Bercy et puis dans le secteur privé comme directrice des études économiques de plusieurs entreprises. Karine Berger, nouvelle députée socialiste et membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Lorsque le projet de loi viendra en discussion au Parlement, Karine Berger va jouer un rôle essentiel. Elle a en effet été désignée rapporteure du projet. C'est donc elle qui aura la responsabilité du parcours législatif de la promesse présidentielle. On concentre toujours les commentaires sur le gouvernement, les ministres nommés, mais la souveraineté de la France, c'est ici. C'est vraiment le vote direct des représentants nationaux à l'Assemblée, au Sénat, qui la donne. Le projet de loi de séparation bancaire est pour le moment à la première étape de son parcours. Il est rédigé au nom du gouvernement par l'administration de Bercy, le ministère de l'économie et des finances. Mais alors que personne ne sait encore ce que prépare exactement Bercy, la pression du lobby bancaire s'exerce déjà à tous les échelons du pouvoir politique. Je sais que le ministre de l'économie a commencé à demander à ses services de travailler sur la chose, que les services de Bercy s'interrogent sur la façon dont tout ceci va être mis en place. Mais ce qui est certain, c'est que on va dire, la bataille d'influence commence au travers d'expressions publiques,
d'interviews données, de rencontres bilatérales, de déjeuners informels, où on continue à défendre telle ou telle position, de façon à influencer bien avant que la loi n'arrive au Parlement, le texte de la loi qui sera soumis en interministériel à Matignon, puis au Conseil d'État, etc. Donc on a un embryon de loi qui est quelque part dans l'administration de Bercy, que tout le monde commence à regarder et que tout le monde veut influencer dès le départ. Karine Berger est invitée avec plusieurs députés dans un grand restaurant des Champs-Élysées. Au menu, les premières discussions sur le projet de séparation bancaire. C'est la Fédération française bancaire, les principaux banquiers de France, qui veulent discuter avec les parlementaires. Je pense qu'ils sont là plus pour nous expliquer ce que eux aimeraient voir ou ce qui n'est plus exactement d'ailleurs. Je pense qu'ils sont là pour nous dire ce qu'ils ne voudraient surtout pas voir dans la loi des régulations bancaires. Sont annoncés tous les représentants de banques françaises, à savoir Monsieur Oudéa pour la Société Générale, Monsieur Bonafé pour BNP Paribas, Monsieur Chifflet pour le Crédit Agricole, peut-être Monsieur Perrol aussi pour BPCE ou quelqu'un d'autre pour la BPCE. Bref, il y aura probablement absolument tous les représentants bancaires à ce déjeuner. Pour comprendre les enjeux de la réforme bancaire, il faut d'abord comprendre comment sont structurées les grandes banques. Elles sont composées de deux parties. La banque de dépôt s'adresse à tous les clients pour garder leur épargne et s'en sert pour financer l'économie réelle en faisant des prêts. La seconde partie, la banque de marché, a pour principale vocation de spéculer sur les marchés financiers. Cette banque en deux parties, dite banque universelle, est parfois présentée comme un guichet, l'agence bancaire où nous déposons tous notre argent, avec un casino dans l'arrière-boutique où la même banque joue sur les marchés avec ses fonds propres, mais aussi avec l'argent de ses clients. Et nous n'avons aucun moyen de savoir ce que la banque fait réellement de l'argent que nous lui confions. Pour mieux comprendre les questions et les inquiétudes soulevées par le modèle bancaire français, nous nous sommes adressés aux experts de Finance Watch, qui connaissent parfaitement le milieu bancaire. Finance Watch est une ONG fondée par des responsables politiques européens issus de tous les groupes politiques, afin de les conseiller et de les aider à élaborer des textes de régulation de la finance. En ayant les deux activités sous le même toit, les banques bénéficient d'une garantie implicite de l'État pour leurs activités de marché, leurs activités de trading, leurs activités de spéculation. Parce que l'État dit, moi je ne peux pas laisser tomber des banques qui ont les dépôts de mes citoyens, qui financent l'économie réelle, qui représentent, on l'a vu, 50, 60, 100% du PIB de mon pays. Il est évident que je ne peux pas les laisser tomber, puisque si je les laisse tomber, le pays s'arrête. Et en ayant cette garantie de l'État, on arrive à un phénomène qui est extrêmement important à comprendre, qui est un phénomène du « pile je gagne, face tu perds ». Les bénéfices, les profits sont privatisés, les pertes sont socialisées. Les universitaires appellent ça l'aléa moral. C'est jamais qu'un grand mot pour dire si je gagne, c'est pour moi, si je perds, c'est pour toi. Voilà. Le projet de loi de séparation et de régulation bancaire promis par François Hollande prévoit notamment de protéger les déposants en dissociant les activités de la banque. C'est le principe de la transparence. Il doit y avoir les activités utiles à l'économie d'un côté, les activités qui sont faites à leur propre risque par ces établissements bancaires, avec leur propre argent, pas avec l'argent des déposants, pas en mettant en cause les prêts au logement ou les prêts à l'économie. Donc il faut se séparer, il faut bien voir qui fait quoi à l'intérieur d'un établissement, et puis il faut que, entre les deux, il y ait une sorte de mur. Si ça se passe mal du côté spéculatif, ça ne doit pas avoir des conséquences sur la partie de leur activité qui est utile à l'économie. Comment le projet de séparation des activités bancaires est-il perçu par les banquiers qui avaient invité à déjeuner les parlementaires? Ces déjeuners, c'est aussi pour tenter de démontrer que les banques françaises en général n'étaient absolument pas responsables de la crise. Absolument pas. Donc, il y a une réalité dans l'origine de la crise qui est le fait que les États-Unis ont eu une politique monétaire irresponsable. Maintenant, ce qui est très frappant, c'est de voir effectivement qu'il y a une forme de sentiment d'injustice dans la tête des responsables bancaires français à l'idée qu'on peut les mettre dans le même sac que les banques américaines, les banques irlandaises, les banques espagnoles, les banques anglaises.
Moi, je pense que les banques françaises ont une très grande responsabilité aussi dans la constitution de la crise. Je regardais encore les chiffres de l'indice CAC 40 en niveau. Il faut avoir en tête que l'indice CAC 40 en 2008 était à 6000 points, que grosso modo, c'était 3 fois plus qu'en 2003, c'est-à-dire qu'en l'espace de 5 ans, il y avait eu une augmentation de 300%. Est-ce que la croissance économique de la France, est-ce que la croissance des entreprises du CAC 40 avait été de 300% sur cette période? Bien sûr que non. Donc d'où venait cette énorme bulle sur le CAC 40? Elle venait d'une activité financière qui n'avait plus de rapport avec la réalité. Alors là, pour le coup, dans le cas des groupes du CAC 40, c'est bel et bien le système bancaire français qui est intermédiaire. Il le réclame assez pour qu'on puisse le reconnaître, ça. C'est une crise qui est née plus particulièrement dans le système financier américain. Il faut se rappeler de ça lorsqu'on va chercher des responsabilités. C'est pour cela que il est difficile de dire... Enfin, moi, je ne suis pas d'accord, je vais le dire comme ça. Je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit les banques françaises sont responsables de la crise. Les banques françaises ne sont pas responsables de la crise. Ça ne veut pas dire que les banques françaises n'ont pas fait d'erreurs, parce qu'elles ont fait des erreurs. En 2005, en 2006, en 2007. Elles ont un peu, à la marge, participé à ce système. Elles l'ont fait en achetant ces actifs financiers, des titrisations composées d'empilements de crédits subprimes. Ça, c'était une erreur, oui. Pour autant, c'est une erreur qui a été commise à la marge, parce que même si des pertes significatives ont été enregistrées par les banques françaises sur ces actifs, ce sont des pertes qui ne les ont jamais mises en danger de mort. Il n'y a pas eu de faillite bancaire en France. Il y a eu des difficultés de certains établissements bancaires, mais pas de faillite. C'est effectivement d'abord une bataille d'idées. Les banques françaises vont dire « nous, on est différentes ». Peut-être que cette réforme, elle va se faire au Royaume-Uni, peut-être qu'elle se fait aux États-Unis, mais nous, on est différentes, on n'a rien coûté aux contribuables. Pourquoi vous voulez casser un modèle qui n'a rien coûté? Et donc là, la première réponse alors à rappeler, c'est qu'on sort d'une crise financière. Il a fallu sauver les banques, y compris les banques françaises. Natixis a été sauvé par la banque BPCE, la Banque Populaire et la Caisse d'épargne, grâce à une garantie de l'État français. Société Générale a été sauvée par le contribuable américain, le Trésor américain a mis 125 milliards de dollars sur la table, dont une grande partie sont repartis à la Société Générale, qui avait des relations avec des banques américaines. Donc on voit bien que... Et puis Dexia, elle n'a pas du tout été sauvée, et ça coûtera en tout cas 10 milliards d'euros aux contribuables français. Et donc, ne serait-ce que pour ces raisons-là, ça légitime totalement de modifier les règles du jeu du secteur bancaire européen, bien sûr, mais aussi français. Depuis le début de la crise, la Commission européenne tente de modifier les règles du jeu du secteur bancaire. C'est la Commission européenne qui joue en Europe le rôle du pouvoir exécutif, c'est-à-dire celui de rédiger et de proposer des lois. Michel Barnier est commissaire européen en charge du marché intérieur. C'est à lui que revient la responsabilité de ce combat politique contre la finance. Édicter les nouvelles lois qui doivent permettre de contrôler et de réguler le système financier. Je répète, n'ayons pas la mémoire courte. Ce qui a cassé la croissance, c'est la crise financière. Et ceux qui ont provoqué la crise financière, on sait qui ils sont. Qu'est-ce qui s'est passé avec les subprimes, avec ces prêts, avec ces produits toxiques, avec ces mensonges d'un certain nombre de banques aux gens, sans aucun respect pour les citoyens et les consommateurs. Et il faut maintenant que ceux qui commettent les fautes à l'avenir savent qu'ils peuvent aller en prison, en tout cas être sanctionnés très durement. Et il faut des règles qui préviennent ça. Nous voulons recréer, reconstruire un système de règles, de régulation, de gouvernance qui oblige à la transparence, qui oblige à la responsabilité. Aucun marché financier, aucun acteur financier, aucun produit financier ne doit échapper et n'échappera à une régulation publique et à une supervision efficace. Après une longue nuit de négociations en Conseil européen, Angela Merkel, François Hollande et les membres du Conseil avaient décidé d'une supervision bancaire, nouvelle étape dans la reprise en main européenne de la finance.
C'est à Michel Barnier qu'il revient désormais de rédiger les textes qui permettront cette supervision. Ce matin-là, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, organise une première réunion de travail avec plusieurs membres de la Commission. Ils doivent décider des contours de la future loi de supervision bancaire. La Commission a décidé que la nouvelle supervision qui sera centralisée au niveau de la Banque centrale européenne concernera toutes les banques, alors que jusqu'à présent, les 6200 banques de la zone euro étaient contrôlées pays par pays. Nous avons une monnaie commune, mais nous n'avons pas encore les instruments qui garantissent la confiance dans l'Union économique et monétaire. Par exemple, la supervision des banques reste nationale. Alors qu'est-ce qui se passe? On ne connaît pas vraiment la situation dans les différents systèmes bancaires nationaux. Nous avons découvert récemment, par exemple en Espagne, que la situation n'était pas exactement celle qu'on pensait. Je vous parle comme ça de façon très claire. Donc c'est pourquoi, en complément de la supervision nationale, il nous faut avoir des mécanismes qui peuvent garantir la crédibilité de tout le système. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler, et j'espère que cette fois-ci, il y aura un consensus de tous les États membres, parce que tous les États membres, y compris ceux qui ne sont pas dans la zone euro, ont intérêt à avoir la stabilité financière dans l'eurozone. Merci beaucoup. Merci à vous. Michel Barnier réunit son équipe. Leur mission s'annonce presque impossible. Alors qu'il faut en général plus d'une année pour élaborer un texte de loi européen, ils doivent préparer en moins de 3 mois un projet extrêmement ambitieux et complexe. Permettre au pouvoir politique de reprendre le contrôle de toutes les banques européennes. Sur l'union bancaire, on a un mandat très clair du Conseil européen qui nous demande de travailler à cette supervision intégrée et directe avec comme pivot la Banque centrale européenne, avec l'objectif de présenter nos propositions début septembre. Et j'ai dit au président le calendrier rétroactif, le rétro-planning, qui est extrêmement exigeant. Après, une deuxième question. À l'intérieur des pays qui font partie de l'Union bancaire, 17 ou 17 plus, combien de banques sont supervisées? Mon opinion, c'est que toutes les banques soient concernées. Qu'est-ce qui s'accélère en effet depuis maintenant un an et demi, à partir de bonnes décisions qui ont été prises par les chefs d'État, par la Commission, par la présidente de la Banque centrale? C'est la mise en place d'une gouvernance européenne qu'on aurait dû faire, comme Jacques Delors l'a demandé il y a 10 ans. Au moment de l'euro, on a fait l'union monétaire, on a laissé la désunion économique. Là, on est en train de créer les conditions de l'union économique et budgétaire. Et donc, je pense qu'on prend de vraies décisions importantes pour assurer la pérennité et la solidité de l'Europe. En France, le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, vient de jeter le trouble. Il a confié à un groupe de travail du ministère, le Conseil de régulation financière, la mission de réfléchir à la loi de séparation bancaire. Mais la composition de ce conseil, chargé de proposer des pistes pour réformer les banques, est très contestée. Bien, bonjour, merci à... On va attendre peut-être que les photographes terminent leur travail. Avec beaucoup de discrétion, le ministère des Finances a rassemblé un comité de réflexion sur la question de la séparation des activités fin juillet. Beaucoup de discrétion. Il n'empêche qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont émues du fait que c'était un comité composé quand même essentiellement de banquiers, c'est-à-dire ceux qu'on était quand même censés séparer en deux. J'ai moi-même été alertée par des professeurs d'université qui m'envoyaient des mails en s'interrogeant sur l'opportunité de commencer par travailler avec ceux sur lesquels la régulation doit avoir lieu. La question, c'était sur le groupe de travail sur la séparation des activités bancaires entre spéculatives et utiles, comme vous le dites. Est-ce que ce groupe a été lancé et quels sont vos calendriers? Nous sommes au début des travaux sur ces deux questions. Je vous indique simplement que j'ai reçu hier les dirigeants de la Fédération française des banques, mais qu'on a commencé à engager un processus de concertation qui ne sera pas trivial ou pas évident, mais on va poursuivre les travaux. Surtout sur les mécanismes de financement. Merci.
Le groupe de travail doit réfléchir à la manière de séparer les activités des banques françaises qui sont des banques universelles, regroupant la partie banque de dépôt et banque d'affaires spéculatives. Moi, je constate deux choses. C'est que d'abord, dans le communiqué mettant en place cette commission, on commence par expliquer que les banques françaises ont prouvé leur résilience, donc il n'y a pas vraiment de questions. Voilà, c'est assez intéressant de mettre en place une commission en disant en fait il n'y a pas vraiment de questions. Et l'autre chose que je constate, c'est que certains membres de cette commission s'expriment publiquement dans la presse dès aujourd'hui pour dire surtout il ne faut rien faire. Il y a clairement une obsession avec la Banque universelle en France. La France a un modèle bancaire extrêmement concentré. Regardez le modèle bancaire de l'Allemagne à côté. Bien sûr, il y a un géant qui est Deutsche Bank et puis Commerzbank qui est assez gros. Et après ça, c'est une structure bancaire composée de beaucoup plus de petites banques. En France, on a, pour faire simple, que des banques universelles. Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, est membre du groupe de travail du ministère. Comme plusieurs de ses membres, il défend lui aussi le modèle des banques françaises. La banque universelle, selon moi, n'est pas plus risquée que des banques séparées et elle a le gros avantage de fournir des services complets aux clients. Je pense qu'elle est plus efficace pour le financement de l'économie. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir des banques qui sont à la fois solides, qui passent à travers les gouttes. Il faut quand même voir que les banques françaises sont d'une façon générale, je parle des grandes banques, les 5 grandes banques ou 6 grandes banques françaises, elles ont bien passé à travers la crise, elles ont réussi à résister à ces difficultés et elles apportent à leurs clients, entreprises comme particuliers, un service complet. Et ça, c'est très important. Au-delà du groupe de travail, le ministre a aussi engagé, comme il est tenu de le faire, une concertation avec ceux que la loi va toucher en priorité, la Fédération bancaire française. Ce projet, pour nous, c'était, compte tenu de ce que je vous ai dit honnêtement, pas une priorité, c'était pas une urgence. Ceci dit, nous avons tout simplement coopérer, comme il était naturel, avec les services du ministre de l'économie et des finances. Comme celui-ci l'avait dit, il y a eu une concertation qui a été approfondie. Je dirais qu'on a travaillé normalement en essayant de leur expliquer nos problèmes, nos soucis, les conséquences potentielles que peut avoir une telle loi, car elle aura des conséquences pour les banques françaises, mais aussi et peut-être surtout sur le financement de l'économie française. C'est donc ça à quoi il faut faire le plus attention. En pleine crise économique, les banquiers français font pression sur le ministère de l'économie et des finances en mettant en avant leurs 400 000 salariés. Des emplois qui, selon eux, pourraient être mis en danger par la réforme, alors que la concurrence internationale est forte. Il y a une volonté, si vous voulez, de ne pas se tromper, de ne pas faire une loi qui casse le modèle bancaire français ou qui fasse perdre la position des banques françaises par rapport à leurs concurrentes internationales. Et c'est vrai qu'au Trésor, par exemple, on a rencontré des hauts fonctionnaires qui disaient « ce qui est bon pour BNP Paribas est bon pour la France ». Donc la position du ministère des Finances par rapport aux banques, je pense qu'on peut dire que c'est la position d'un régulateur compatissant. Régulièrement, la Fédération bancaire de France a les projets de textes qui touchent le secteur bancaire avant le Parlement ou avant les députés, avant les sénateurs. Dès l'été 2012, vous commenciez à avoir des banquiers qui, dans des déjeuners off avec des journalistes, disaient « on a reçu le projet de loi qu'ils souhaitent faire sur la réforme bancaire, ça nous va très bien, Bercy s'est occupé de tout, tout va bien ». Après plusieurs mois de préparation, le projet de loi de séparation et de régulation bancaire est enfin révélé. Pierre Moscovici le présente au Conseil des ministres à l'Élysée. Le projet de loi peut désormais être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et être discuté par les députés et les sénateurs. Là où le président François Hollande, alors qu'il était candidat, avait dit qu'il séparerait les activités de crédit des activités spéculatives, le projet de loi dit que l'on va séparer les activités dites utiles des activités spéculatives. Très bien, dans un premier temps, on se dit, tiens, c'est un bon concept, l'utilité. Mais quand on voit la définition qui est donnée de l'utilité, qui est le fait d'avoir un client, on se rend compte de facto que toute l'activité bancaire, ou la quasi-totalité de l'activité bancaire, quelle qu'elle soit, se passe avec un client. C'est-à-dire que quand une banque vend un produit de spéculation
un hedge fund basé aux îles Caïmans sur une matière première agricole, eh bien ça, c'est une activité qui, dans la logique du projet de loi dont on parle, est qualifiée d'utile puisqu'il y a un client. Donc non seulement on ne l'interdit pas, mais concrètement, on ne sépare aucune activité. Dans le bras de fer entre les banques et le gouvernement, tout l'enjeu de la séparation bancaire est de définir les activités risquées qu'il faudra mettre à l'écart dans une filiale. Pour les experts de Finance Watch, c'est là que le projet proposé par l'administration de Bercy pose problème, car il maintient les activités que l'on appelle tenues de marché dans la maison mère. Les activités de tenue de marché, ça consiste pour une banque à se porter acheteur d'un produit financier, quel qu'il soit, quand les clients veulent les vendre, ou à se porter vendeur quand les clients veulent les acheter. Donc ça facilite, c'est vraiment la facilitation des transactions sur les marchés par les banques. Voilà. Donc, dans l'état actuel du texte, il est dit que cette activité n'est pas séparée parce qu'elle est utile. Tant qu'on laissera toute cette activité avec les crédits et les dépôts, ça veut dire que le risque de perte extrême, et on sait que la perte extrême peut arriver, ou les grandes pertes peuvent arriver, seront portés par la société et donc par le contribuable. C'est vrai que ce texte a aussi été élaboré par le gouvernement en concertation avec beaucoup de gens et bien évidemment des banquiers. Donc on voit aussi dans ce texte la patte des lobbies bancaires. Il y a certaines activités que les banques françaises ne veulent surtout pas voir séparées de leur maison mère, ce qu'on appelle notamment le market making. C'est un truc très très large. Il y a beaucoup de choses dans le market making et elles sont plutôt bien protégées, nos banques françaises, dans le texte du gouvernement, dans le sens où il y a beaucoup d'activités qu'elles ne souhaitaient pas voir filialisées et qui ne sont à ce stade pas filialisées. Mais là encore, ça va être très intéressant de voir comment le débat politique, parlementaire et les auditions vont se passer. Parce que comme c'est un outil de séparation, il suffit d'un changement d'une ligne pour passer d'une activité de la maison mère vers une autre. Je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Dans l'article 1er, titre 1er, article 1er, il y a une liste d'activités qui ont le droit de rester du côté de la maison mère, donc qui ne sont pas filialisées. Vous comprenez bien qu'il suffit d'un amendement qui supprime par exemple ce tiret-là. Le petit tiret-là, vous l'enlevez par un amendement parlementaire, et cette activité-là passe de maison mère à filiale. C'est pour ça que je dis que le texte est facilement amendable au Parlement, parce qu'on voit parfaitement la liste des activités qui restent ou qui partent. C'est le Parlement désormais qui va décider ce que sera la loi de séparation bancaire. La députée Karine Berger, rapporteure du projet, doit maintenant coordonner l'élaboration des amendements qui viendront modifier ou non le texte du gouvernement. Sur le front européen, après 3 mois de travail intense, le projet de loi sur la supervision bancaire écrit par la Commission est prêt. Pour le commissaire Barnier qui porte ce projet, ce jour de septembre 2012 est un jour important. Il va défendre son texte devant tous les membres de la Commission européenne pour le faire adopter. Il reste une demi-heure au commissaire Barnier pour affiner ses derniers arguments à huis clos avec ses plus proches conseillers. Alors, première remarque. Un projet majeur. Qu'est-ce qu'on met en commun? La source de financement des économies et la principale source de risque économique. Non, mais vous n'avez pas besoin d'expliquer. Avec les statuts de la BCE. C'est tout. Au lieu de dire ils ne peuvent pas voter, on dit ils participent selon dans le cadre des règles en vigueur à la BCE. C'est la seule chose qu'il faut retenir. Ce texte extrêmement complexe, qui redessine le paysage bancaire européen, a été élaboré par une importante équipe de juristes. Et le commissaire Barnier, qui en est le chef d'orchestre, doit le maîtriser dans les moindres détails. Les hommes politiques ne se cantonnent pas à défendre des points de vue idéologiques. Ils doivent aussi avoir une parfaite connaissance juridique et technique des dossiers qu'ils défendent. Qui sont, par exemple, les cas de décision prise, c'est quoi? La majorité qualifiée, c'est tous les standards techniques. Réglementation, guidelines, recommandations et budget. Je pense aussi que le superviseur intégré pourra répondre à des demandes de tel ou tel Parlement national. Hein. Je ne vois pas pourquoi pas. Mais en général, on ne veut pas qu'il commence à être demandé par les 27 tout le temps. Parce que... D'accord. La Commission européenne est composée de 27 commissaires,
chacun originaire d'un des États membres de l'Union européenne. Ils se réunissent une fois par semaine pour discuter des projets de loi qu'ils préparent. Pour continuer sa route vers le Conseil et le Parlement européen, chaque projet de loi doit d'abord être adopté à l'unanimité par la Commission européenne. Le collège se réunit et je présente le projet en accord avec le président de la Commission. Chacun de mes collègues s'exprime. C'est la collégialité, c'est pas artificiel. Chacun des autres commissaires peut bloquer mon projet, peut donner son avis. Je dois le convaincre. Et nous sommes tous égaux autour de la table. Et donc, aujourd'hui, c'est la conclusion. Je comprends qu'on fasse des erreurs. Ce qui est pour moi bien plus difficile à accepter, c'est qu'on répète les mêmes erreurs. Je crois que certains n'ont rien appris avec la crise. Alors, quelle est la conséquence qu'on retire? À mon avis, la conséquence est claire. On doit faire en sorte que les régimes politiques démocratiques puissent quand même avoir une réponse de régulation à l'échelle transnationale pour éviter que ce soit les marchés qui posent la loi sans qu'on puisse avoir un contrôle démocratique sur ce qui se passe. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Europe, c'est aussi un impératif démocratique. Donc on est en train de construire l'Europe, pas de défaire l'Europe. C'est vrai, parfois ça prend du temps, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de négociations, mais ça c'est aussi un peu le prix de la démocratie, parce que nous voulons, par la démocratie, avoir le consensus entre nos États. Après plusieurs heures de réunion, la Commission européenne a adopté le projet de le proposer par le commissaire Barnier. Un accord historique, obtenu moins de 3 mois après que le Conseil européen a décidé de superviser toutes les banques. Quand une banque prend des risques, ce sont finalement les contribuables qui payent ces risques. Quand une banque a de graves difficultés, c'est le contribuable qu'on appelle à la rescousse à la fin. Et nous voulons faire cesser ça. Et nous voulons arrêter ça. Et la première condition, c'est que les banques, toutes les banques, soient mieux supervisées de la même manière, de manière cohérente dans la zone euro et si possible même au-delà. Merci beaucoup. Merci à vous. La mise en place de la supervision bancaire en pleine crise est un acte fort. Quand les responsables européens arrivent à se mettre d'accord, le politique a les moyens de reprendre une partie du pouvoir abandonné à la finance. N'oublions pas l'origine de la crise. Et là, je m'adresse aux eurosceptiques. Non, ce n'est pas l'euro l'origine de la crise. Donc, ce n'est pas l'euro qui a créé un problème. C'est un comportement irresponsable du secteur financier dans beaucoup de régions de monde, y compris aux États-Unis, qui a été à l'origine du problème. Donc, nous devons avoir une réglementation et une supervision du secteur bancaire. Merci de votre attention. Ça va dans la bonne direction, il n'y a pas de discussion, et c'est peut-être la première fois de mon mandat que je peux dire de la Commission qu'elle a fait preuve de l'ambition, du niveau d'ambition maximal. Je dis, il n'y a pas de bémol, il n'y a pas de virgule, il y a quelque chose de simple. Au 1er janvier 2014, toutes les banques de la zone euro seront supervisées par un gendarme commun. Au Parlement français, première surprise pour Karine Berger. Lorsqu'elle a analysé le projet de loi de séparation bancaire, elle a découvert que le ministère de l'Économie et des Finances n'a pas mesuré, comme il le devait, l'impact de la loi. Donc, chaque fois qu'on a un projet de loi qui est proposé par un ministre, on a ce qu'on appelle l'étude d'impact. Et donc, ce rapport d'étude d'impact est évidemment très intéressant à lire. Et alors, voilà. Il est malheureusement, donc page 17, impact sur les banques de la séparation. Il est malheureusement impossible, compte tenu du très petit nombre de banques concernées et pour des raisons de confidentialité et de respect du secret des affaires, d'exposer les ordres de grandeur correspondant à la taille de l'éventuelle filiale pro forma. Donc, d'après l'étude d'impact, il n'est pas possible de faire le calcul. Il est évident que ce type d'argument n'est pas raisonnable du fait même que l'objet de la loi, c'est la séparation. Donc, c'est pour ça que cette étude va être réalisée par nos soins. Comment est-il possible que l'opacité des banques, au nom du respect du secret des affaires, empêche le ministère des Finances d'évaluer son projet de loi?
Cette guerre des chiffres est au cœur de la lutte de pouvoir entre le monde politique et celui de la finance. Ça va pas être simple. Ça fait partie vraiment du travail du rapporteur de l'Assemblée nationale de faire cette évaluation-là, de faire cette enquête, c'est-à-dire de donner une évaluation qui soit une évaluation chiffrée. Donc pour ce faire, j'ai transmis aux équipes qui vont m'accompagner dans tout le rapport sur la loi un tableau avec toutes les activités que peuvent réaliser des banques, notamment enfin les activités en tout cas de banques d'investissement. Ce tableau, nous allons demander à toutes les banques systémiques françaises de le compléter, de bien vouloir le compléter, pour pouvoir donner à l'Assemblée nationale une évaluation précise et chiffrée des activités qui sont filialisées par la loi. La députée Karine Berger va tout faire pour obtenir les chiffres des activités bancaires qui manquent pour évaluer la loi. Mais après 15 jours de lutte, elle n'a pas remporté cette bataille pour la transparence. Moi, j'ai envoyé un tableau à la Fédération bancaire française, mais enfin bon, à ce stade, soyons clairs, ils ne veulent pas me répondre. En tout cas, ils ne m'ont pas répondu. Ce matin, je mène un certain nombre d'auditions et dans ces auditions, je vais essayer d'obtenir le chiffre qui me manque, c'est-à-dire la part des activités qui vont être filialisées dans la loi. L'enquête continue, c'est vraiment ma responsabilité en tant que député, en tant que rapporteur, de faire en sorte que ce chiffre apparaisse au final dans le débat parlementaire. C'est-à-dire qu'il faut que les députés sachent ce qu'ils votent. En tant que rapporteur de la loi, Karine Berger a le pouvoir d'auditionner les responsables bancaires. 3 d'entre eux sont entendus ce jour de janvier 2013 à l'Assemblée nationale par la Commission des finances. Et donc, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Paul Chifflet, qui est le président de la Fédération bancaire française, Frédéric Oudéa, qui lui est le président directeur général de la Société Générale, et puis Jean-Laurent Bonafé, qui est le directeur général de BNP Paribas. Donc je vais passer la parole à notre rapporteur, Mme Berger. Alors, mes chers collègues, j'ai transmis à la Fédération bancaire française un tableau demandant à l'ensemble des banques de bien vouloir nous indiquer la part des activités qui potentiellement portent des risques plus ou moins importants. Alors, à ce stade, je dois vous dire, Monsieur le Président, que je n'ai malheureusement pas de retour de la part de la FBF, donc je me permets de poser directement la question à ces messieurs qui connaissent parfaitement bien leur banque. Je voudrais que vous nous indiquiez quel est aujourd'hui, dans le projet, en fonction du projet de loi, le pourcentage en produits bancaires nets des activités qui seront filialisées. Alors nous avons simplement, on va dire, des estimations, des estimations qui font que notre analyse, la nôtre, si en 2006-2007, par rapport à ces activités de marché qui elles-mêmes ne représentent que 15% du total, il y a probablement, pour les banques françaises dans leur ensemble, il y avait peut-être 15 à 20% qui pouvaient être classés comme non liés à de la clientèle, donc entrés dans la filiale. Désormais, c'est probablement moins de 10%, ça varie probablement selon les établissements, 3,5, 5 en moyenne. Voilà donc le type d'activité qui pourrait entrer dans la filiale. Derrière ce langage technique, ce que le président de la Société Générale est en train d'avouer à la rapporteure Karine Berger est déstabilisant. 10% de 15%. Le calcul est simple. La loi touchera au maximum 1,5% de l'activité des banques. Voilà la réalité que l'étude d'impact du ministère de l'économie ne pouvait pas obtenir. 1,5% au maximum. Au sein de ces 15%, c'est désormais certainement moins de 10%, et plutôt peut-être de l'ordre de 5, 3,5, peu importe, qui entrerait dans la définition telle que nous la comprenons de l'activité déconnectée de la clientèle. Je le répète, ça va être soumis au régulateur qui jugera. Oui. Enfin, à la suite des révélations du président de la Société Générale, les députés du groupe socialiste en charge du projet se réunissent en urgence. Ils décident de déposer un amendement qui durcit le projet de loi en précisant qu'une partie des activités de la banque d'affaires, dite de tenue de marché, devra être filialisée. Et donc, on soumet au nom du groupe socialiste, mais je suis première signataire, c'est vrai que c'est un peu moi qui ai eu l'idée de la rédaction, qu'on donne la possibilité au ministre chargé de l'économie de décider lui-même quel est le pourcentage
que doit représenter au maximum la tenue de marché dans l'activité de la banque. Et donc là, c'est un amendement qui donne au ministre la perte ciseau, qui dit voilà, moi je coupe à tant de pourcents et en plus je fais varier un peu en fonction de la situation. D'après ce que je sais, depuis 3 jours, c'est le seul objectif du lobby bancaire, c'est de faire en sorte que cet amendement ne soit pas déposé par le groupe socialiste ou ne soit pas retenu. Comment ils peuvent faire ? J'utilise la conviction, les armes de la conviction auprès notamment du gouvernement, mais on avait un feu vert sur l'adoption de cet amendement de la part du cabinet du ministre cette semaine. À ce stade de la négociation entre les parlementaires et le gouvernement, le ministre de l'économie soutient l'amendement du groupe socialiste pour limiter la tenue de marché. De nombreux amendements ont été déposés par les parlementaires, car le projet de régulation bancaire ne vise pas uniquement la séparation des activités, il s'attaque plus globalement à la transparence des banques. Dans un contexte marqué par les scandales de l'évasion fiscale, c'est cette transparence des banques que les députés du groupe Europe Écologie Les Verts ont choisi de renforcer. Ces parlementaires ont réussi à convaincre le ministre Pierre Moscovici d'accepter aussi un amendement explosif qui prévoit d'obliger les banques françaises à déclarer leurs activités dans les paradis fiscaux. Une contrainte qui était jusqu'alors inimaginable. Quand le texte sur la loi de séparation bancaire arrive, la question des paradis fiscaux n'est pas forcément très présente. Elle n'est pas même du tout présente dans le texte. Il se trouvait que Pierre Moscovici, dans cette période, était très ouvert. Il a souhaité nous rencontrer très tôt pour savoir comment on abordait cette loi, ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc très rapidement, on a pu lui expliquer, dès le mois de décembre, qu'on avait cette idée de passer un amendement sur les paradis fiscaux. Il s'est montré d'emblée tout à fait favorable. Les grandes banques françaises ont plus de 500 succursales dans les paradis fiscaux, et notamment au Luxembourg, à Hong Kong, dans les îles Caïmans, dans les îles Vierges britanniques, en Suisse. Pour détecter d'éventuelles filiales fantômes et pour savoir si les banques transfèrent artificiellement leurs bénéfices là où les impôts sont inexistants, il faut les contraindre à publier 4 critères d'activité. Bénéfices, impôts, chiffre d'affaires, effectifs. Ce sont des informations secrètes dont l'opacité empêche de lutter efficacement contre l'évasion fiscale. Dès le début de la négociation, les députés ont dû accepter qu'ils n'obtiendraient pas la publication des 4 critères. Très tôt, le ministre nous a dit non, le revenu, n'y pensez même pas, quoi. Voilà. Bon, donc on était sur 3 critères. Ça, c'était, je ne sais plus, moi, 3 semaines, 15 jours avant. Et puis, 2 jours avant, le 3e, là, ça va être compliqué. Voilà, on a senti que ça partait un peu en vrille, quoi, hein, et que ce serait extrêmement difficile, et ça s'est confirmé. En tant que rapporteur du texte, c'est Karine Berger qui négocie avec le gouvernement. Alors que le ministre avait accepté le principe de publier 3 critères, les administrateurs du ministère de l'économie et des finances veulent faire un nouveau point sur les amendements les plus contestés par les banquiers. Je vous avoue que je ne comprends plus très bien la position des uns et des autres. Donc, il y a 4 amendements, 4 formes d'amendements. Europe Écologie Les Verts me dit que les 3 critères, c'est juste non négociable. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit aussi. Donc voilà, est-ce que c'est non négociable ou est-ce que c'est négociable? J'ai vu Eric Alauzet tout à l'heure au téléphone, je lui ai redit que pour nous ça avait trop long. C'est quoi, c'est 2 critères du coup? Je pense qu'on va essayer d'atterrir sur 2 critères. Ouais. 2 critères? Ouais. D'accord. C'est déjà très très dur. Ça va être long, c'est comme ça. Mais il y a un truc que je comprends pas, parce que le 3e critère, c'est soit le résultat, soit l'impôt. Ouais. Et d'une certaine façon, si vous êtes OK pour aller sur le chiffre d'affaires et les effectifs, est-ce que vraiment le résultat, c'est... La difficulté, c'est qu'on franchit un cran dans la sensibilité de l'information qu'on fournit, alors que, a priori, chiffre d'affaires et effectif, ça fournit déjà un indicateur d'activité suffisamment fort pour vraiment faire ressortir les anomalies, quoi. Je suis d'accord, mais c'est ça non que je voulais juste mesurer jusqu'à quel point... mais déjà, sur 2 critères... J'ai déjà l'impression que de toute façon... Sur 2 critères, on a déjà passé une ligne... Voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu l'impression que les types en face de moi, ils allaient tous tomber en 5 quand je leur ai dit. La violence de la réaction nous a même surpris aussi. Voilà, donc c'est juste pour vérifier qu'on est sur quelque chose qui, de toute façon, déjà est extrêmement chaud. Donc, oui, ça c'est sûr. Ça, je le confirme.
problème. Bon, donc en fait, ça sera 2 et on part pour 2. Ouais, c'est déjà... définitif. Je sais même pas si j'ai... on va pas déjà trop loin. On a accepté le retrait sur le bénéfice et les impôts parce qu'on savait qu'on avait encore quelque chose qui avait beaucoup de sens, c'est-à-dire les effectifs en personnel et le chiffre d'affaires. Et là, on savait qu'on pouvait montrer que dans certains pays, il n'y avait que des boîtes aux lettres en réalité. Donc ces 2 critères suffisaient à faire une démonstration. Pas la démonstration complète, parce qu'on cherche aussi à savoir s'il y a des impôts qui sont payés ou pas. Mais enfin, bon, on s'est dit, il faut se contenter de ça, on ne peut pas faire mieux. Mais on le veut sur tous les pays, dans tous les pays. Parce qu'on ne voulait surtout pas que les pays de l'OCDE, et notamment la Suisse, Jersey, enfin tous ces pays-là échappent. Il reste 48 heures avant l'examen des amendements par la Commission des finances. La Fédération bancaire française rencontre Karine Berger une dernière fois. Allez, on va s'y mettre comme ça, on vous libérera le plus tôt possible. Les banquiers veulent tenter de convaincre les députés de ne pas aller trop loin sur la séparation bancaire et les paradis fiscaux. Monsieur Oudéa, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Les participants à la réunion refusent que nous assistions à la rencontre. Vous savez, la vie n'est jamais ni toute blanche ni toute noire. Donc, si j'avais écrit la loi, elle n'aurait peut-être pas été faite comme ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il serait dangereux pour notre économie et, bien entendu, pour nos entreprises en premier lieu, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de banques françaises qui soient capables d'exercer ces activités de marché. Donc, il n'y a pas de nécessité, à notre avis, ni de priorité, ni d'urgence à considérer que la première chose à faire, c'est de réformer l'organisation des banques. J'ai ressenti un refus assez vif, assez ferme, de toutes les pistes d'amendements que j'ai développées devant eux, même si je ne suis pas rentrée dans les détails de ce qui était proposé à ce stade ou ce qui va être potentiellement discuté en commission des finances. L'opposition là du côté des banques sur les amendements que nous portons est particulièrement forte. Après leur rencontre avec Karine Berger, les responsables de la Fédération bancaire française ont poursuivi leur lobbying au ministère des Finances. Jusqu'au dernier moment, ils tentent de convaincre le ministre Pierre Moscovici de bloquer les amendements des députés. Alors qu'elle relit une dernière fois les modifications du texte, Karine Berger attend toute la journée un ultime feu vert du gouvernement sur l'amendement du groupe socialiste. Moi, on m'a dit qu'il y avait une réunion à partir de 14h, donc je ne sais pas où ils en sont. J'ai pas de retour. Non. Moi, j'avais le feu vert vendredi, j'avais le feu vert au nom du groupe. D'accord. Mais, enfin, tu vois, vendredi, c'était vendredi. Mais j'avais le feu vert. Ouais. D'accord, ok. Le téléphone ne marche même plus. Le téléphone ne marche même plus. On va bien quand même avoir des infos de là où on en est. Ça va, écoute, quand même, parce que là, il commence à me gonfler un tout petit peu. Hop. J'imagine que si je n'ai pas de retour de votre part, c'est que... Voilà. C'est fini pour la journée. Ils ne m'ont pas appelé en tout cas, donc ça veut dire que tout va bien. Un représentant du gouvernement appelle finalement Karine Berger un peu avant minuit et lui demande, comme elle le craignait, de retirer l'amendement du groupe socialiste durcissant la séparation bancaire. Au même moment, le gouvernement tente de limiter la portée des amendements écologistes sur les paradis fiscaux en réduisant la liste des pays concernés. Un changement de position inattendu et pour le moins radical. Le lendemain, à quelques heures de la réunion de la Commission des finances qui doit étudier le projet de loi, les députés contre-attaquent. Karine Berger elle-même s'est retrouvée en difficulté, comme moi, sur l'amendement des paradis fiscaux, et on s'est un peu serré les coudes, et je la croise dans les couloirs, elle est furax. Donc son amendement sur la séparation plus durcie
est en danger, je le comprends. Au même moment, elle me dit de façon un peu lapidaire, parce que comme elle n'a pas trop le temps de discuter, puisque c'est ça, on va passer en force sur les paradis fiscaux, on va mettre les 4 critères. Et le groupe socialiste s'était réuni, je crois, le matin pour dire on va passer en force, on va imposer les 4 critères au gouvernement. Là, je mets un petit moment pour me demander ce qui est en train de se passer. Et puis, je lui dis, mais tu sais, de toute façon, nous, l'amendement paradis fiscaux, il ne nous suffira pas. C'est-à-dire, si on a l'amendement paradis fiscal, mais que ton amendement sur le durcissement du cantonnement ne passe pas, on ne votera pas. Et on sent bien qu'à ce moment-là, on est solidaire. C'est-à-dire que, et moi j'ai l'occasion de le dire d'ailleurs au conseiller du ministre, Moscovici, je dis, si on n'a pas, l'amendement de Karine Berger ne passe pas, même avec les paradis fiscaux, on ne passe pas. Donc là, on durcit parce qu'on sent que... En plus, c'est au dernier moment, hein, donc les choses qui viennent au dernier moment sont toujours un peu suspectes. Donc c'est là qu'il faut être solidaire. Les députés se rendent enfin à la commission des finances qui va examiner les amendements un par un. Ils y sont face au ministre de l'économie et des finances qui représente le gouvernement. Karine Berger va arbitrer ces négociations difficiles entre toutes les parties. Dans la nuit, ça a été très chaud avec le ministère. Il faut bien comprendre que le ministère, et le ministre en particulier, était sous des pressions contradictoires à ce moment-là. Donc, d'un côté, des gens qui lui demandent un maximum de transparence, de l'autre, d'autres qui souhaitent qu'il y ait le moins de transparence possible. Voilà. Donc, il y a un moment de tension maximum qui se produit en général tard le soir ou dans la nuit. On sait que les banques sont remontées au créneau dans la dernière ligne droite et qu'à nous de faire la même chose de l'autre côté. Dans la nuit, face à l'alliance des députés socialistes et écologistes, le gouvernement finit par céder et accepte les principaux amendements parlementaires. C'est une question de poursuivre la démarche qui a toujours été celle que nous avons du côté de la majorité, poursuivre une démarche de régulation face à quelque chose qu'il ne faudra jamais oublier. En 2008, l'effondrement d'une banque a créé 13 millions de chômeurs dans l'OCDE. 13 millions de chômeurs dans l'OCDE parce qu'on n'avait pas les outils de régulation face au dérapage de la finance. Et ça se fait évidemment avec, on va dire, de la difficulté et de la tension avec le monde que nous essayons de réguler, bien évidemment. J'ai tout entendu. J'ai entendu que j'étais l'esclave des banques. Non. Que j'étais l'ami des banquiers. Non plus. Je suis le partenaire des banquiers et je suis le ministre de tutelle des banques. Donc c'est logique qu'on travaille ensemble. Et j'ai assumé la part de rapport de force qui convenait. J'ai entendu et j'ai lu aussi que je serais l'otage de mon administration. La direction générale du Trésor, elle-même étant totalement endogamique avec le système bancaire. Ce qui est vrai, c'est que l'administration a des pratiques, que l'administration a des relations avec le système bancaire, que l'administration a des préoccupations. Le Trésor, il existait avant la République et il existera après le ministre que je suis. Mais moi, je suis un homme politique. Et au final, je fais confiance à mes services. Je pense qu'ils ont proposé un bon texte, mais je fais tout autant confiance, et parfois plus. Et c'est logique à la représentation nationale. Et j'ai été à même de dire à tel ou tel moment à mon administration, ben non, là regardez ce que propose tel parlementaire, ce que propose la rapporteure, ce que propose la commission des finances, nous irons dans ce sens-là. Ça ne vous plaît pas? Tant pis. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'un ministre assume sa vraie responsabilité. Un ministre, j'ai toujours pensé comme ça, c'est pas le secrétaire général de son administration, c'est autre chose, c'est un homme politique. La loi sera finalement votée dans l'hémicycle. Les banques françaises seront désormais séparées. La loi redonne la décision finale aux responsables politiques, ici le ministre de l'économie et des finances, qui aura le pouvoir de décider souverainement quelle part de la banque d'affaires sera filialisée. Les banques auront également l'obligation de publier leurs chiffres d'affaires et leurs effectifs dans tous les pays du monde, et donc dans les paradis fiscaux. En cas de faillite bancaire, ce sont les banques elles-mêmes et non les contribuables qui en assumeront principalement les conséquences financières. Une reprise en main progressive du système bancaire par les responsables politiques. À Strasbourg, où le Parlement européen siège en session plénière, un texte historique va être voté ce 16 avril. Dans son combat contre la finance, le député européen vert Philippe Lamberts marque à son tour des points. Il est parvenu à introduire dans la loi européenne une limitation des bonus des banquiers et des critères de transparence sur l'activité des banques dans les paradis fiscaux. La presse européenne le surnomme désormais l'homme qui fait trembler la City. Ah oui, c'est le grand jour. On va adopter ce qui sera en tout cas pour mon mandat le texte le plus important
le plus important de la législature, le premier texte vraiment qui change les règles du jeu pour tout le secteur bancaire, qui est quand même au cœur de la crise qu'on a vécue, toutes ces institutions qui sont dites systémiques ou trop grosses que pour qu'on les laisse faire faillite. Eh bien, c'est la première fois qu'on change vraiment les règles du jeu depuis la crise de 2008. Et donc, c'est un marathon législatif qui a duré 2 ans et qui s'achève aujourd'hui. Dernier débat et puis vote en plénière. Chiffre d'affaires, bénéfices, impôts, effectifs. Pour la première fois, les banques européennes devront désormais dévoiler en toute transparence l'ensemble de leurs activités dans les paradis fiscaux. Les parlementaires européens ont finalement réussi à imposer tous les critères de transparence que la loi française n'avait qu'en partie adoptés. On s'est trouvé ici au Parlement européen avec une majorité écrasante d'hommes et de femmes politiques qui, je pense, ont pris la mesure de la gravité de la crise, qui ont pris la mesure du degré de soumission que le politique avait jusqu'ici dont le politique avait fait preuve à l'égard de la caste financière. Et nous avons donc trouvé une majorité, mais donc écrasante, pour dire, eh bien non, c'est nous, en tant que représentants élus du peuple, de fixer les règles au nom de la défense de l'intérêt général. Et j'ai dû constater, c'est quand même quelque chose d'assez réjouissant pour moi, qu'on a trouvé une majorité de représentants pour dire, eh bien non, halte là, il y a des choses à changer et nous savons que ces changements ne font pas plaisir à la haute banque et néanmoins, nous allons les adopter ici. Pour arriver au vote de cette loi, la bataille a été rude entre le Parlement élu par les citoyens et le Conseil représentant les gouvernements nationaux. Parlement et Conseil se partagent en effet le pouvoir de voter des lois qui s'appliquent à 500 millions de citoyens. Comme en France, les parlementaires européens ont dû s'opposer aux ministres des pays membres qui souhaitaient préserver les banques et ne pas les fragiliser dans la concurrence internationale. Le Conseil nous a annoncé d'entrée de jeu que de toute façon, il y avait une majorité au Conseil contre et donc que les ministres des Finances ne voulaient pas la transparence et que donc nous ne l'aurions pas. Nous avons juste dit, eh bien, nous la voulons. Et nous avons tenu bon. Les ministres savaient que la cause était devenue indéfendable. Et c'est ce que j'ai dit d'emblée, au début de la négociation, au mois de mai 2012, j'ai dit au premier négociateur du Conseil, si vous voulez en faire un débat public, c'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Et on verra qui gagne. Et on a gagné. Chers collègues, je ne sais pas s'il va encore se trouver grand monde ici en Europe pour dire que finalement l'Europe ne fait toujours rien pour réguler la finance. Enfin, c'est pas à Michel Barnier que je dois le dire. Et en effet, c'est une avancée majeure qui s'attaque, je dirais, au cœur du problème, les banques. Clairement, nous marquons des points contre cette idée que finalement c'est la finance qui dicte sa conduite à la démocratie et pas l'inverse. Non, l'opacité ne sera plus la règle dans le fonctionnement de la finance. Depuis le début de la crise financière, une lutte de pouvoir historique oppose pouvoir démocratique et pouvoir financier. Les responsables politiques commencent à remporter des victoires qui pourraient redonner de l'espoir à ceux qui doutent de leur capacité à mener cette bataille. Malgré la défiance qu'elle suscite parmi les citoyens, l'Europe apparaît pourtant plus que jamais indispensable aux responsables politiques dans leur combat contre les dérives d'une finance mondialisée. Il y a eu des étapes très importantes. La Banque centrale européenne, qui a pris ses responsabilités, le sauvetage de la Grèce et des pays les plus exposés, la création de l'union bancaire, et maintenant la lutte contre les paradis fiscaux. Est-ce que ça veut dire qu'on a récupéré tous les pouvoirs dont la finance s'était arrogé le privilège? Non, il y a encore à faire. Mais au moins sur le plan européen, il y a des avancées qui nous permettent de le dire. Je pense qu'on doit dire contre tous les souverainistes, tous les protectionnistes de droite ou de gauche, que la défense de l'intérêt national, à laquelle je crois, elle ne peut pas être seulement nationale. La défense de l'intérêt national passe par l'Europe aujourd'hui. Sinon, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce monde globalisé, regardez la Chine, regardez l'Inde, regardez les États-Unis, regardez la Russie qui revient, le Brésil. Dans ce monde-là, les pays européens individuellement sont tous condamnés à être sous-traitants et sous influence. Donc on ne perd pas d'influence, on ne perd pas de force, on ne perd pas de souveraineté en se mettant ensemble. On en gagne.